Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler des films de l'été. L'été est fini, la rentrée est là, il est temps de faire le bilan de cet été en termes de cinéma. J'ai déjà pu parler de certains films en critique, que ce soit en format vidéo habituel ou même en YouTube Shorts, donc ça m'a permis de revenir sur certains films, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres films que j'ai vus durant l'été, dont je n'ai toujours pas parlé, et cette vidéo est l'occasion de revenir sur ces films. Ça va être une vidéo où on va être assez rapide sur les films, le but c'est d'en parler assez rapidement, vous donner mon avis sur chacun de ces films. Il n'y a pas d'ordre préétabli, à part évidemment quand même que je vais essayer de suivre l'ordre chronologique de sortie, donc il n'y a pas de préféré ou de mauvais en premier ou en dernier, juste je parle des films que j'ai vus durant l'été. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite. Le premier film que j'ai vu durant l'été, c'est un film d'animation que j'ai traité assez rapidement en YouTube Shorts, à savoir Moi Moche et Méchant 4. Je vais pas trop revenir dessus parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire en soi. C'est le moins bon des 4 selon moi, un film qui est assez vide honnêtement en termes de narration, quoi que ce soit, ça raconte vraiment pas grand chose. Il y a quelques gags visuels ou références qui fonctionnent toujours, l'animation est toujours cool, bref il y a toujours de très bonnes choses en soi, enfin très bonnes choses, on va dire de bonnes choses, mais voilà, le tout est tellement vide et oubliable que franchement c'est pour moi le moment des 4 est l'un des films d'animation les plus oubliables de l'année, alors qu'il est presque au milliard de recettes actuellement, je crois qu'il est à 900 millions au moment où je tourne. J'avoue que ça m'étonne un peu, mais bon, enfin ça m'étonne, je savais que ça allait marcher, mais bon, au vu de la qualité du film, je pensais que ça allait faire un peu moins, mais écoutez, c'est comme ça, et tant mieux pour eux j'ai envie de dire. Ensuite, un autre film que j'attendais un petit peu, c'est un film d'action français avec Roche Dizem dans le rôle principal. Ça s'appelle Elias et ça raconte l'histoire du coup de Roche Dizem qui en fait est un ancien commando, un ancien membre de l'armée, en tout cas c'est ce qui semble signifier dans le film, qui a quelques petits traumatismes, on va dire, quelques syndromes post-traumatiques, et on va suivre, c'est un film un peu comparable à Man on Fire, que j'ai pas encore vu mais je connais déjà le scénario, où c'est un garde du corps qui va devoir essayer de protéger une petite fille contre des méchants. Voilà, globalement c'est l'idée. Il va y avoir plusieurs éléments dans le film qui vont être un petit peu différents, notamment le traitement de la mémoire qui va être important pour relier au syndrome qu'a le personnage principal et pouvoir créer une sorte de mini twist. Enfin, il y a un truc un peu particulier mais qui est plutôt intelligent et original, on va dire, dans le genre. Et sinon, en dehors de ça, les scènes d'action sont plutôt efficaces, fonctionnent bien, il n'y a pas à dire, ça fonctionne très bien. Après, niveau scénario, c'est pas non plus révolutionnaire. Niveau photo, pareil, il n'y a pas un magnifique travail sur les plans ou quoi, ou sur la lumière. Roche Dizem fait carrément le taf, tout comme l'autre actrice, la petite fille qui joue également très bien. Voilà, c'est un bon film d'action français qui se regarde avec plaisir. Après, ça ne va pas beaucoup plus loin, je trouve que c'est pas non plus un film très marquant, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas le regarder. Ensuite, on a eu Long Legs, j'ai déjà fait une critique dessus, donc je vais pas revenir en longueur dessus, juste, c'est un film qui m'a énormément plu à titre personnel, un de mes films préférés de l'année, peut-être que je serai pas aussi dithyrambique que je l'ai été dans ma vidéo, même si je l'ai pas revu depuis, même parce que j'ai un petit peu réfléchi sur le film, mais ça reste un très gros coup de cœur et un film que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. On passe maintenant à Twisters, la suite du film Twisters sorti dans les années 90, qui m'a plutôt bien plu. J'en ai là encore fait un petit YouTube Shorts, une petite critique express, et c'est un film qui m'a bien plu. Je suis fan du genre catastrophe, donc forcément il m'en faut peu pour me plaire, et là on a des scènes de destruction et de scènes catastrophes qui sont très efficaces, avec un excellent casting pour le coup, un duo d'acteurs et actrices en l'occurrence, avec Daisy Edgar Jones et Glenn Powell, vraiment un très très bon duo. Glenn Powell qui est vraiment une star montante d'Hollywood, tout comme Daisy Edgar Jones d'ailleurs, mais surtout Glenn Powell, j'ai l'impression qu'il est en train de monter de plus en plus. C'est un film qui se laisse regarder avec grand plaisir, très bon rythme, il y a des scènes qui fonctionnent très bien même en termes de tension. Il y a une scène dans une sorte de piscine, je n'en dis pas plus, mais qui en termes de tension se pose là, en termes de film catastrophe, ça passe très bien, et voilà. C'est pas non plus un film, là encore, que j'ai trouvé extraordinaire, ultra mémorable, mais c'est un film bien fait, vraiment avec de très bons effets spéciaux, des décors naturels, un bon rythme, une bonne mise en scène qui met bien en valeur les tornades et leur force de destruction. Bref, voilà, super film catastrophe qui se regarde avec grand plaisir, c'est pas un chef-d'œuvre ou quoi, mais là encore, j'ai trouvé que c'était un blockbuster de l'été qui faisait carrément le boulot. On passe désormais à un film que j'ai vu sur MyCanal, qui est sorti uniquement, il me semble, sur MyCanal, je me trompe peut-être. C'est une sorte de téléfilm, je sais pas trop où est-ce qu'il est sorti en dehors de ça, qui s'appelle No Way Up. C'est un film de requin sous l'eau. Bon, logique, vous allez me dire, mais en fait ça se passe aussi dans un avion, c'est-à-dire qu'en fait c'est un avion qui se crache dans l'océan, il y a des gens qui sont encore dans cet avion, sauf qu'il y a aussi des requins qui rôdent autour.
c'est un scénario à la fois original et un peu déjà vu, hein, c'est juste que la base est un petit peu plus différente, mais bon, c'est des films de requins assez classiques de série B, et bah c'est quand même pas terrible, voilà. Au-delà de son idée de base qui est un peu rigolote, le film lui n'est pas rigolo du tout, se prend très au sérieux, et bah il est très chiant. Pour être honnête, c'est un petit peu chiant. Parce que les personnages sont pas particulièrement attachants, c'est très prévisible, c'est même pas si généreux que ça en termes de gore ou de choses un petit peu rigolo, non, c'est très très plat tout ça, c'est très ennuyant et c'est dommage. Voilà, ça aurait pu être un petit peu plus rigolo, mais au final c'est un téléfilm très très oubliable. Ensuite, l'un des gros blockbusters de cette année et de cet été au passage, qui est français en plus de cela, on a déjà eu un petit truc en plus il y a quelques mois maintenant, presque quelques semaines, qui m'avait pas mal plu. Bah, c'est encore le cas pour celui-là, qui m'a peut-être même encore un petit peu plus plu parce qu'il est quand même un petit peu plus épique. C'est Le Comte de Monte Cristo, adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas avec Pierre Niney dans le rôle principal, et bah, c'est un très bon film. Honnêtement, c'est un très bon film, très bien mené, avec un casting aux petits oignons, que ce soit Pierre Niney, toujours impérial, mais j'ai envie de dire comme d'habitude, regardez Boîte Noire si ce n'est pas encore fait, il est excellent dedans. Donc vraiment Pierre Niney excellent, mais c'est aussi le cas pour le reste du casting. On a Anaïs Desmoustiers, on a Bastien Bouillon il me semble, si je dis pas de bêtises, on a Laurent Lafitte également, qui sont vraiment très très bons. Vraiment un casting de luxe. On a une photographie qui est plutôt jolie, sans être extraordinaire là encore. On a un joli travail sur la lumière, sur les décors aussi d'ailleurs, de magnifiques décors, bien mis en valeur, avec une mise en scène entre guillemets simple, dans le sens où c'est pas une mise en scène qui va tenter des plans de fou ou quoi, c'est une mise en scène classique mais bien faite. C'est-à-dire que vraiment on n'est pas sur un truc surcoté ou quoi, c'est beau, c'est élégant, ça met bien en valeur les décors, on peut trouver ça du coup peut-être un peu plan-plan, ceci dit, mais voilà, j'ai plutôt bien apprécié le film pour ça. Un excellent rythme aussi, le film dure 3 heures, j'avoue que j'ai pas vu le temps passer plus que ça, parce que vraiment la construction du film est excellente, je pense que c'est aussi dû évidemment à la qualité du livre de base, qui est d'ailleurs le film m'a donné très envie de lire le livre de base que je n'ai jamais lu. Et pour ce qui est du reste, la musique est excellente aussi. La musique est assez marquante et accompagne très bien les images, peut-être un peu trop, même par moments, mais ça reste très très bien. Donc franchement, Le Comte de Monte Cristo, c'est un excellent film français. Franchement, un très très bon film, et ça fait plaisir de le voir marcher. Presque 8 millions d'entrées au moment où j'enregistre, hein, presque, en tout cas, je pense qu'il va les atteindre. Donc ça fait plaisir, voilà, je trouve ça cool qu'un film comme ça marche aussi bien en France, parce que celui-là était vraiment très bon. J'avais bien aimé Les Trois Mousquetaires, mais il y avait quand même quelques réserves. Là, pour le coup, c'est vraiment un film qui, pour moi, réussit son pari d'être un grand divertissement à la française. Voilà, donc j'ai vraiment bien apprécié ce film, et je vous le recommande si ce n'est toujours pas vu. Ensuite, on a un film sorti sur Disney+, qui m'intéressait là encore un petit peu, avec Daisy Ridley dans le rôle principal. Je parle du film Face à la mer, l'histoire de Trudy Erderle, ou Young Woman and the Sea en VO, mais bon, ils ont voulu l'appeler comme ça, pourquoi pas. C'est un film qui raconte l'histoire vraie d'une femme qui a traversé la Manche. C'était d'ailleurs la première femme à traverser la Manche à la nage. Et bah, ça raconte son histoire, sa jeunesse, comment il en est arrivé à vouloir nager cette Manche, et ensuite toutes les péripéties qui vont suivre. Et c'est un biopic très classique, il n'y a pas de grande surprise à l'intérieur, vraiment là-dessus, il n'y aura pas de suspense, mais c'est un biopic bien fait, avec un joli casting, là encore une mise en scène très efficace, avec une bande originale qui, là encore, a quelques petits moments sympas, pas tous honnêtement, toutes les compositions sont pas hyper marquantes, mais il y a quelques moments où on va suivre l'entraînement par exemple de Trudy, voilà, et ça rajoute un petit peu une dose, je dirais pas d'épique, mais en tout cas d'intérêt en tant que spectateur, parce qu'on est encore plus à fond dans ce qu'on suit, il y a une sorte de mini-course, c'est vraiment sympa. Et Daisy Ridley, comme d'habitude, excellente, hein, j'ai envie de dire, vraiment elle joue excellemment bien. Donc c'est en plus de ça une histoire assez inspirante, assez forte, de par ses thématiques, sur notamment la place de la femme à cette époque, parce que je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que le film se passe voilà, dans les années 20, pour vous dire, c'était en 1926 que ça s'est passé, donc voilà, on a une période assez compliquée pour les droits des femmes. Justement, cette action que va mettre en place Trudy va permettre de faire valoir ses droits, et on va suivre ça durant le film. Bref, voilà, c'est classique, mais c'est bien fait, ça parle de choses intéressantes, donc n'hésitez pas, là encore, si ça vous intéresse, à regarder ce film qui est tout à fait divertissant.
Ensuite, l'un des gros blockbusters de l'été, et même de l'année d'ailleurs, en termes, que ce soit en termes de box-office ou même en termes d'attente, je dirais, de la part de certains spectateurs. Je parle bien évidemment du nouveau film du Marvel Cinematic Universe, décidément je bégaye beaucoup, Deadpool et Wolverine. Voilà, troisième volet de cette trilogie Deadpool, mais cette fois sous l'égérie de Disney, et c'est pas terrible. Voilà, à mon humble avis, évidemment. En fait, c'est un film que j'ai pas détesté pour autant, que j'ai plutôt apprécié durant pas mal de passages. Il y a un humour qui fonctionne quand même beaucoup de fois, il faut être honnête. Il y a un humour qui marche bien avec des références à tout va. Parfois pas nécessaire, clairement, mais certaines fonctionnent bien et ça reste dans l'univers, on va dire, de Deadpool. Malheureusement, j'avoue que j'ai eu du mal avec pas mal de choses, notamment le fait que je trouve le rythme du film très bizarre. Autant le début ça démarre très bien avec une excellente séquence d'intro d'ailleurs assez drôle, même si un petit peu pas très respectueuse on va dire du film Logan. J'avoue que c'est un peu bizarre mais bon, pourquoi pas on va dire, hein, ça reste quand même un petit peu rigolo après dans la séquence d'intro avec une musique assez marquante, il faut être honnête. Mais passer cette séquence, on va dire les 30 premières minutes, il y a toute une partie dans le vide qui, je trouve, est vraiment peu intéressante, même peu divertissante au-delà de ça. Hein. Franchement, je trouve que le rythme, à ce moment-là, est vraiment pas terrible. On s'ennuie pas mal, surtout que visuellement, le film n'a presque rien à proposer. Vraiment, c'est filmé avec une colorimétrie grise, comme d'habitude dans le MCU. Il n'y a rien de vraiment qui t'accroche au niveau des yeux, il n'y a pas de plan iconique ou quoi. Vraiment là-dessus, on dirait une sorte de téléfilm de luxe là encore, c'est un petit peu triste de dire ça alors que le film a coûté 200 millions de dollars quand même, c'est beaucoup. Non pas que les effets spéciaux sont forcément catastrophiques, ça va, on va dire, sauf certains trucs genre j'allais dire un truc qui allait spoil. Bon, je sais pas si on peut considérer ça comme un spoil, mais on va dire que certains masques dans le film sont faits en CGI et ça se voit clairement et c'est pas beau. Enfin, je trouve en tout cas que ça rend pas très bien. Donc, et puis au-delà de ça, c'est un film qui est pas mal pour le côté hommage, on va dire, aux héros de la Fox, comme les 4 Fantastiques, les X-Men, tout ça. Il y a un truc sympa à ce niveau-là. Mais clairement, en termes de divertissement cet été, pour moi, c'est un des moins bons. C'est vraiment assez oubliable. Genre, je l'ai regardé, je l'ai presque oublié depuis que je l'ai vu. Voilà, pour être honnête. Donc, non, ce n'est pas un film du MCU qui va me rester en tête. C'est tout à fait on va dire regardable et même sympathique par moment, hein, mais c'est un petit peu, ça fait limite même mal à la tête tellement que le film est surchargé, il te bombarde d'infos tout le temps, mais d'infos pas nécessaires, ou enfin de références à tout va, enfin bref, pour moi c'est vraiment pas un film de ouf, vraiment pas. Voilà, ça se regarde, mais ça s'arrête là. Ensuite, un autre film que j'ai vu sur MyCanal, à savoir The Arctic Convoy, qui raconte l'histoire en grande partie vrai, il me semble, d'un convoi, je crois que c'est norvégien, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble que c'est un film norvégien. Exactement, c'est un film norvégien et ça raconte l'histoire d'un convoi qui, durant la Seconde Guerre mondiale, était chargé de donner des ressources diverses et variées, des armes ou la nourriture, des soins, enfin bref, tout ce qui est nécessaire durant la Seconde Guerre vers l'URSS, sauf que forcément il va y avoir quelques péripéties sur le chemin parce que évidemment les Allemands ne veulent pas forcément que ces colis, que ces ressources arrivent à bon port. Donc c'est un film, on va dire, qui est malheureusement, le principe de base est plutôt intéressant parce que c'est une histoire assez originale en termes de Seconde Guerre mondiale, mais ça me pose quand même la question du est-ce que on ferait pas à chaque fois des films sur la Seconde Guerre mondiale, des films sur des histoires vraies, alors qu'au final l'histoire vraie est excellente, il n'y a pas de problème là-dessus, mais est-ce que ça vaut forcément un film en fait? Parce que là, le film en lui-même est plutôt regardable, ça reste plutôt sympathique, il y a un beau casting, des scènes de tension notamment qui marchent très très bien. Alors vraiment il y a une très bonne gestion de la tension, il y a une scène avec des mines par exemple qui marche très bien, et franchement c'est très efficace, mais le problème c'est que très vite ça part beaucoup dans du blabla, mais du blabla qui tourne un peu en rond, genre c'est un peu logique, ils sont sur un bateau évidemment, mais du coup est-ce que c'était vraiment, là est ma question, est-ce que c'était vraiment pertinent de s'intéresser à cette histoire qui est intéressante sur le papier, mais de là en faire un film, alors peut-être avec un autre auteur un petit peu plus, je dirais pas compétent, mais qui aurait pu rendre ça un petit peu plus palpitant, peut-être que ça aurait été mieux, parce que voilà, le résultat est tout à fait regardable et très sympathique pour son aspect historique notamment. Après ça s'arrête là quoi, je l'ai lui aussi pas mal oublié depuis que je l'ai vu, donc c'est dommage. Ensuite, un film d'animation que j'ai
pas mal aimé, mais un petit peu plus en tout cas que certains qui n'avaient pas du tout apprécié le délire, c'est Garfield, Héros malgré lui, donc une nouvelle version animée de Garfield, et bah, j'ai vu beaucoup de gens le défoncer, et au final bah, je l'ai vu, et j'ai trouvé ça tout à fait sympathique, écoutez, certes il y a, on va dire, peut-être un peu trop de blabla là encore, c'est peut-être un peu trop tout le temps en fait, ça s'arrête jamais en fait comme film, mais je dois être honnête que il y a pas mal de blagues qui m'ont fait rire, il y a beaucoup d'humour visuel, enfin pas tant que ça, mais justement quand il y en a, ça marche plutôt bien. Audi par exemple, qui était déjà très drôle dans les BD, bah, il est toujours excellent, même dans ce film, il est à la fois très très mignon et très très drôle. Garfield aussi, hein, ça marche très bien, surtout que il est doublé par Ken Kojandi, je trouve qu'il fait plutôt bien le café lui aussi, en termes de doublage, ça lui va bien, ça marche plutôt bien. L'histoire en elle-même n'est pas novatrice et ne parle pas de thématiques vraiment absolument révolutionnaires, mais là encore je trouvais que c'était pas trop mal rythmé dans l'ensemble, ça enchaînait bien, il y a des séquences qui sont vraiment drôles, parfois un petit peu émouvantes vite fait, hein, évidemment c'est surtout pour les enfants à la limite que ça va beaucoup toucher, mais bon, ça c'est pas non plus, on n'est pas sur du Miyazaki ou sur du Pixar non plus, hein, pas déconner, mais voilà, ça reste plutôt efficace, c'est rigolo, j'avoue que j'en attendais pas grand chose, donc personnellement j'ai été tout à fait satisfait. Après voilà, c'est pas du tout le film d'animation le plus marquant de l'année. Ensuite, l'un des pires films de l'année, sans aucune hésitation, c'est peut-être même le pire, à voir, selon l'année qui va se découler, on verra bien. Mais c'est une adaptation de jeu vidéo, et je parle bien évidemment de Borderlands. C'est très très nul, mais vraiment très très nul. Le seul point, on va dire, positif du film, c'est qu'il est parfois drôle à cause de Claptrap, un des personnages qui est doublé par Jack Black en VO. Bon, je l'ai vu en VF, mais bref, de base, c'est Jack Black en VO. Ce personnage-là a au moins quelques répliques qui sont rigolotes, on va dire, qui sont amusantes dans le contexte des situations, mais pour le reste, c'est la catastrophe. En termes de casting, Cate Blanchett, on va dire que ça va, c'est celle qui s'en sort le mieux, ça reste une actrice quand même talentueuse, mais pour le reste par contre je n'ai apprécié aucun acteur et aucune actrice. Bon déjà ils sont pas aidés par le script et les dialogues qui sont très très mal écrits. Il y a un des personnages vraiment, c'est la petite fille avec des oreilles de lapin, vraiment je n'en pouvais plus de ce personnage, elle m'insupportait du début à la fin. Le scénario, j'en parle pas parce qu'il n'y en a presque pas, c'est encore une fois un truc à trouver pour ouvrir une sorte de chose, sauf que va y avoir des méchants, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de grand mystère. Les effets spéciaux sont vraiment pas terribles, sont pas autant catastrophiques qu'on me l'a vendu, parce que je reste traumatisé de Expendables 4 à titre personnel, qui était vraiment une infamie, vraiment c'était horrible Expendables 4 en termes d'effets spéciaux. Là c'est tout aussi pas beau, peut-être un peu moins quand même, mais ça reste pas beau. Et à la limite, il y a quelques références du peu que je connais du jeu. Pardon, du peu que je connais du jeu, il y a quelques références qui sont plutôt, on va dire, sympathiques, mais vraiment, comme film de divertissement, je l'ai trouvé long en plus. Il est très long, il se passe rien, c'est pas très bien rythmé, c'est vraiment pas drôle en dehors de quelques exceptions. Non, vraiment, la Borderlands, je peux pas. Je l'ai vu avec mon meilleur pote Julien, s'il passe par là. Lui avait pas trop aimé non plus, peut-être un peu plus que moi, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment ni fait ni à faire, c'est même pas divertissant, c'est juste... c'est nul. Voilà, globalement, c'est nul. Ensuite, un bien meilleur film, mais vraiment, qui sera dans mon top de l'année, lui, c'est sûr, parce que je l'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce film. C'est Trap de M. Night Shyamalan, un film qui a pas mal divisé, certains n'ont pas aimé, et je comprends aussi pourquoi. Enfin, je comprends, je dis ça parce que je veux être poli, mais en vrai, j'avoue que non en fait, je trouve ça vraiment tellement génial que je comprends pas les critiques négatives qui se prennent dans la tronche, parce que pour moi il est vraiment très réussi ce film, avec un jeu Sharknet impérial, une mise en scène de M. Night Shyamalan, mais vraiment millimétrée, ça se sent que chaque plan a été pensé, et ça fait du bien de voir ça, des films qui sont pensés, tu vois vraiment que chaque plan a une signification, enfin c'est tellement agréable. Il y a une musique très sympa avec en plus la fille d'M. Night Shyamalan qui joue dedans, qui est excellente là encore, et qui a de très très bonnes musiques qui rythment bien le long métrage. Et on a de manière générale une histoire qui est aussi entre l'humour noir, parce que le film est vraiment très drôle, mais aussi un côté un peu plus terrifiant et même dramatique autour de ce personnage de tueur qui doit s'échapper de ce concert, et qui doit en même temps veiller sur sa fille. Bref, j'en dis pas beaucoup plus, que on en reparlera à la fin de l'année, c'est sûr, parce que vraiment j'ai adoré. Bref, Trap, vraiment, c'est à voir. Si vous l'avez pas vu, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. En
tout cas, je l'ai beaucoup plus apprécié que le film suivant, qui s'appelle City of Darkness, qui est un film hongkongais, si je dis pas de bêtises, réalisé par Soi Chung, et qui raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve dans une cité, je crois que c'est des immigrés de base, et en gros ils ont formé une sorte de cité où se développe un petit peu quelques trafics ou ce genre de choses, et il doit combattre des méchants. Bref, le scénario n'est pas le plus impressionnant là encore, et c'est un film qui a pas mal de bonnes choses quand même à vendre, parce qu'il a quand même des personnages assez marquants, assez classe, il y a quand même des acteurs qui font très très bien le boulot, notamment le chef un petit peu de cette cité. Il y a une scène où il tabasse quelqu'un, il y a sa cigarette qui vole, et il arrive à la rattraper au ralenti, enfin bref, c'est génial, c'est très très stylé, faut avouer. Donc ça fonctionne bien, il y a de beaux décors et quelque chose qui marche très bien. Par contre, les deux défauts que je dirais sur ce film, c'est que déjà, il est pas très bien rythmé. Je trouve vraiment que il y a un immense ventre mou au milieu et qu'on s'ennuie pas mal au bout d'un moment. Et qu'en plus de cela, les scènes d'action alors sont bien chorégraphiées techniquement, elles sont même plutôt bien mises en scène, mais je trouve que déjà ils sont un petit peu surcotés. À mon humble avis, je trouve que parfois ça cut trop, alors que ça devrait un petit peu laisser respirer l'action, parce que là ça devient un peu... Parfois tu comprends pas trop ce qui se passe. Et bah le fait qu'il soit pas si violent que ça, ce film, bah ça me dérange un petit peu. Mais c'est peut-être que moi, hein. En fait j'ai cette impression que le film a été pensé pour être un petit peu plus violent, pour au final qu'il ne le soit pas. Et peut-être que ce n'est que moi et qu'en fait le film a été pensé comme ça depuis le début. Mais j'avoue que j'avais comparé ça par exemple à un The Raid de Gareth Evans, qui pour moi est une référence absolue en termes d'action. Ça pour moi c'est un film qui est un peu plus violent, un petit peu plus impactant dans ses coups. Là où dans City of Darkness, je sens les coups, c'est quand même plutôt bien foutu, bien mieux que certains films d'action quand même la plupart du temps. Mais voilà, je suis pas non plus époustouflé ou quoi. Bref, c'est un film qui m'a pas plus passionné que ça, au contraire de certains qui l'ont vraiment adoré. Et je les envie, honnêtement, parce que ça reste quand même un bon film. Mais voilà, de mon côté, ça s'arrête là. C'est un bon film qui se laisse regarder, mais j'ai pas trouvé ça non plus dantesque. Le film suivant, c'est le retour d'une saga de science-fiction que j'adore et dont d'ailleurs on fait un let's play actuellement sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir, c'est tous les mercredis soirs, on joue à Alien Isolation. Je parle bien entendu d'Alien Romulus, opus très attendu pour ma part, et bah j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, alors c'est quand même l'un des opus que j'ai le moins aimé de la saga, mais en même temps j'adore cette saga, je trouve que tous les films sont géniaux. Je dirais que c'est l'un de ceux que j'ai le moins aimé malgré tout, mais il en a quand même beaucoup sous le capot. Déjà visuellement c'est à tomber par terre, mais vraiment c'est magnifique. La photographie est sublime, les jeux de couleurs, vraiment c'est absolument magnifique ce que nous fait Fede Alvarez dans ce film. Petit regret, puisque c'est Fede Alvarez, j'adore son Evil Dead, enfin j'aime beaucoup on va dire son Evil Dead, son remake d'Evil Dead qui était très sanglant. Là pour ce Alien je le trouve un petit peu sage en fait, parce qu'il y a des séquences qui sont choquantes entre guillemets pour un public non averti, mais pour quelqu'un qui est habitué à la saga Alien notamment, je trouve que c'est quand même assez sage, hein, franchement, il n'y a rien de bien, de ultra choquant ou quoi. La seule scène qui m'a un petit peu fait flipper, entre guillemets, parce que là aussi c'est un petit défaut du film, le film fait pas si peur que ça en fait, une sorte de thriller d'action science-fiction, ça me plaît bien, hein, c'est plutôt divertissant et cool, mais c'est vrai qu'on n'est pas aussi proche que de l'angoisse qu'on avait dans le premier Alien, et bah c'était le cas jusqu'à les 15 dernières minutes qui sont mes préférées du film je pense, parce que c'est le film, enfin c'est les 15 dernières minutes qui renouent avec la peur, avec l'angoisse. Parce qu'il se passe quelque chose que je vais pas dire parce que c'est du spoil, mais il y a une nouveauté, on va dire, dans la saga, quelque chose de nouveau qui arrive, et qui m'a... Waouh! Ah là par contre ça faisait flipper, ah là ça faisait flipper parce que justement je ne m'y attendais pas, là où le reste du film était un petit peu attendu, pour être honnête. C'est un film que j'ai bien noté, vraiment très très bien noté, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir devant, mais honnêtement c'est vrai que c'est un film qui souffre d'être un petit peu trop comparé aux autres en fait. C'est l'un de ceux où il y a le moins l'identité, une identité propre que Fede Alvarez aurait pu apporter, et c'est un petit peu dommage parce que franchement tout le reste est très bon, hein. Le casting, on a David Johnson notamment qui joue l'androïde qui est excellent, on a de bons personnages, on a de très bonnes scènes quand même malgré tout de science-fiction et un petit peu d'horreur et de gore qui fonctionnent quand même bien, mais c'est vrai que c'est pas aussi impressionnant qu'on aurait pu espérer. Bref, Alien Romulus, c'est très très bien, c'est un bon film, c'est un très bon film de science-fiction et un très bon film Alien, mais bah, ça reste quand même l'un de ceux qui s'en sort un petit peu moins, en tout cas qui ne ressort pas du lot.
Et c'est peut-être juste là-dessus que j'ai une petite déception. On passe désormais à Emilia Pérez de Jacques Audiard, une comédie musicale, je précise bien une comédie musicale, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant, qui raconte l'histoire d'un chef d'une sorte de cartel qui veut devenir une femme, sauf que plusieurs années après sa transition, elle veut du coup récupérer ses enfants, et du coup il va y avoir quelques péripéties autour de cette personne, et notamment de l'avocate qui est jouée par Zoe Saldana, et c'est une très bonne comédie musicale, avec des chansons vraiment sympas et très organiques, qui respirent beaucoup, avec beaucoup de figurants et une mise en scène assez inspirée, avec un trio de casting féminin absolument génial, Zoé Saldana, Selena Gomez et Carla Sofia Gascon, qui est vraiment excellente dans le film, qui porte clairement le film sur ses épaules avec ces deux actrices, donc vraiment casting superbe, musique également très très cool, histoire assez surprenante et assez originale. Après, je vais pas trop savoir je vais pas trop trouver une raison qui explique pourquoi, mais je trouvais ça excellent, mais c'est pas non plus un immense coup de cœur comme certains ça aurait pu l'être. Je sais pas, il me manque peut-être un petit truc, une scène ou une chanson qui m'aurait vraiment fait complètement waouh, mais honnêtement j'ai pas grand chose à reprocher au film, il est vraiment très très bien foutu, avec une bonne mise en scène, un très bon casting, vraiment une comédie musicale vraiment excellente et qui se regarde avec grand plaisir, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille fortement Emilia Pérez. Ensuite on passe à un pétard mouillé, clairement, en tout cas un film qui n'est pas forcément ultra mauvais, mais qui est vraiment d'une platitude, j'en ai rarement vu ça, c'est le film The Crow, le remake du film The Crow réalisé par Alex Proyas, il y a quelques années, qui était déjà adapté, il me semble, d'un comic book ou d'un roman graphique, je crois que c'est ça le terme, qui raconte l'histoire d'un homme qui perd sa femme, enfin sa petite amie, du coup il va vouloir se venger, et il va avoir des pouvoirs un peu divins presque pour essayer de se venger, il va devenir presque immortel. Et bah c'est pas terrible. Alors j'ai pas vu l'original d'Alex Proyas, mais ce film-là n'est clairement pas terrible parce que on nous le vend comme un film avec un ton assez vengeur, très dark, vraiment assez sombre, avec du gore, avec vraiment quelque chose d'assez sombre quoi, clairement. Sauf qu'au final, tu te retrouves avec un film qui déjà passe presque 50 minutes sur une romance dont on se fout complètement. Enfin, désolé de le dire, mais perso, la romance entre du coup le personnage principal et cette fille, désolé, mais j'ai trouvé ça vraiment ultra niais, et surtout pas intéressant, c'est pas super bien joué, c'est pas très palpitant en termes de mise en scène dans ce qui est raconté, bref, déjà le début est très très long, et quand ça commence enfin à décoller, bah pareil, ça reste mou. Enfin, c'est super mou comme film, et il se lâche seulement durant une seule scène, qui est la scène de l'opéra, qui est un petit peu plus marrante, parce que oui, c'est une vraie scène d'action qui est plutôt bien faite, avec vraiment du gore, avec un bon rythme, avec la musique derrière, bref, c'est une scène qui pour le coup fonctionne bien, c'est une vraie bonne scène d'action, sauf que le film dure 1h50, et ça c'est à peine 5 minutes du film, et sinon c'est que du blabla, de l'émo vraiment bas de plafond, c'est vraiment... le film m'a surtout, pas énervé, mais en tout cas, m'a étonné de par son absence de choix. Il n'arrive pas à décider s'il veut être un film romantique à l'eau de rose avec une légère ambiance sombre, on va dire, mais toute légère. Sauf que le film assume quand même pas mal à quelques instants d'être complètement sombre, complètement dark, mais ça marche pas les deux en même temps, hein, parce que là on a un film à l'eau de rose dans une ambiance dark. C'est pas compatible. En tout cas, dans cette version-là, je trouve que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que le film est très ennuyant, c'est très plat. Tu t'en souviens à peine à part quelques scènes, dont celle de l'opéra. Vraiment, c'est très plat. Pour moi, c'est vraiment le film moyen par excellence. C'est 5 sur 10. C'est vraiment le truc... Bon, c'est ultra plat. Voilà. Donc personnellement, je ne vous recommande pas forcément The Crow, mais si jamais vous voulez tenter, sait-on jamais, ça peut vous plaire. Et on en arrive au dernier film de cette vidéo, c'est un film réalisé par Zoe Kravitz. Je parle du film Blink Twice. Donc ça raconte l'histoire d'une femme qui se retrouve sur une île avec une sorte de milliardaire, PDG, etc. qui est joué par Channing Tatum. Et bah, il se trouve que forcément sur cette île, il y a des choses qui se trament qui sont un petit peu bizarres. Et c'est un thriller, ma foi, plutôt bien ficelé. Alors le seul gros problème que j'ai avec le film, enfin gros, c'est pas grave, mais disons que c'est l'un des trucs majeurs qui fait que j'ai un petit peu, je suis pas capable non plus de dire que c'est un excellent film, c'est que on voit trop les références.
Vraiment, tu sens que le film est inspiré de plein de films d'horreur récents qui sont justement à jouer avec une ambiance assez malsaine. On joue avec le malaise ou avec ce genre de choses, genre Get Out, Midsommar, ou même des films un petit peu plus anciens évidemment, hein, même The Wicker Man, ou bref, plein de films de ce style-là, qui certes sont très bons et du coup ça en fait un film qui est très efficace en soi, mais par moments tu vois peut-être trop les inspirations et du coup tu te dis ah ça c'est du machin, ça c'est du machin. C'est parfois un petit peu trop, je dirais, par moment, mais en soi le film reste plutôt bien ficelé, c'est bien joué, on a un bon casting, on a malgré tout une mise en scène intelligente, notamment au niveau du montage. J'ai trouvé au début que le montage était particulièrement bizarre en fait, parce qu'il y avait comme des, je pourrais pas dire, mais une sorte de, comme s'il y avait des trous dans le montage, ils avaient oublié des scènes ou ce genre de choses, ça allait un petit peu trop vite, comme s'il y avait des trucs un peu bizarres, sauf que, bah en fait, ça prend complètement sens. Voilà, je peux pas en dire plus, mais l'utilisation du montage et de la mise en scène au début du film prend complètement du sens à la fin. Voilà, donc j'ai plutôt bien apprécié ça déjà, c'est un film qui est plutôt intelligent dans sa réalisation, et la fin est peut-être un petit peu trop, enfin un peu spéciale, enfin je sais pas exactement quoi en penser, c'est assez bizarre, mais en soi le film reste bien ficelé, avec un twist malin, avec une mise en scène intelligente, un bon casting, donc si vous cherchez un petit thriller qui se laisse regarder, ça par contre, Blink Twice, je vous le conseille parce que c'est vraiment plutôt pas mal. Et voilà pour tous les films que j'ai vus durant l'été, sans compter les rattrapages d'anciens films. J'en ai vu pas mal aussi, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.